assez régulièrement avec des intervenants que nous choisissons ensemble. C'est Dominique Massonnier et Elisabeth Pellegrin qui cherchent, mais pas seulement. Et on propose des intervenants qui viennent nous partager leurs connaissances, leurs expériences et leurs compétences. Et c'est important pour l'ITMD de pouvoir enrichir nos réflexions. Je vous propose peut-être, Dominique, de démarrer, puisque nous sommes à 34 et je vais continuer à faire entrer. Donc, Dominique, je te cède la place. En tout cas, merci de nous faire l'honneur d'être avec nous ce soir. Et alors, un certain nombre autour de l'écran vous connaissent, apparemment, mais un certain nombre d'autres moins. Et il nous paraissait important de commencer par une première question qui est ergologie. Quelle est l'origine de cette approche, ce qui vous a amené à développer les concepts liés à cette pensée à propos du travail? Pardon. Donc, bonjour à vous qui êtes là, qui avez bien voulu m'accompagner. Bonjour à tous ceux qui sont à distance, mais très proches par la pensée. Je vous remercie de m'avoir invité, mais vous me voyez quand même assez embarrassé parce que l'ITMD m'a demandé, j'en suis heureux, de présenter l'ergologie, donc pour des personnes qui ne savent pas trop ce que c'est que ce bazar. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui sont là, qui le connaissent très bien, plus que moi, et je crains un peu que ce soit pour eux quelque chose de trop bien connu. Alors peut-être qu'ils sont venus quand même pour voir si je me portais bien, mais ça va, je vous remercie, tout va bien. Mais enfin, je suis gêné d'avoir à présenter quand même des choses assez générales que vous connaissez parfois depuis 20 ans, voire même 30 ans, sinon 40 ans, hein, pour certains d'entre vous. Alors, vous m'excusez, mais je veux quand même souscrire à la demande qui m'a été faite, c'est-à-dire de présenter quelque chose. Voilà. Un point sur cette approche qui est quand même, voilà, oui, pour un certain nombre d'entre nous, nouvelle. C'est ça. Et puis, rien n'interdit que des questions vous soient posées. Des questions Voilà. ou des compléments, ou des éclaircissements, notamment par tous ceux qui, je dirais, qui pratiquent un peu cette démarche depuis des années, hein, qui sont nombreux. Pardon, excusez-moi. Dommage ce soir. Alors, en 2 mots, oui, il faut quand même que je dise pourquoi je suis arrivé là. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Comme beaucoup le savent déjà, j'ai une formation très classique. J'ai eu une formation très classique d'étudiant en philosophie que j'ai pu bénéficier dans les meilleurs endroits il y a bien longtemps, dans les années 70, non 60, pardon même, école normale supérieure, où j'ai eu des maîtres très remarquables, des gens comme Althusser, Jacques Derrida, Michel Foucault, Bourdieu, enfin des gens dont on parle beaucoup. Et je dis ça parce que j'ai été à la fois fasciné par leur enseignement, c'était des gens tout à fait remarquables, comme vous le savez, et en même temps, j'ai toujours eu, et de plus en plus, un certain malaise par rapport à ce que j'appellerais cette espèce comment dire, d'explosion conceptuelle qui était la leur, c'est-à-dire qu'ils ont développé toute une série de concepts très, très puissants, mais qui me paraissaient toujours un peu en décalage par rapport à ce que, à ce moment-là, je sentais disons, de ce qui m'intéressait, c'est-à-dire la vie sociale et éventuellement le travail. Et je vais juste résumer par une formule assez un peu érudite, c'est que il y a une phrase de l'article A de l'encyclopédie, vous savez, 1775, une phrase de Diderot dans ce qui s'appelle l'article A de l'encyclopédie, où il distingue disons ce qu'il appelle la pratique d'un art, c'est-à-dire le fait de fabriquer, puisqu'il s'intéressait beaucoup aux ateliers, et puis ce qu'il appelle le savoir inopératif. Inopératif. Ça dit bien ce que ça veut dire. C'est un néologisme qui n'a pas eu de suite. Et ça veut dire des gens qui ne pratiquaient pas ce dont ils parlaient, c'est-à-dire qui avaient leur utilité, bien sûr. Et donc,
c'est plus tard que j'ai récupéré cette formule pour résumer un peu, c'est-à-dire qu'il y avait une espèce de gloire, de triomphe du savoir inopératif, c'est-à-dire des gens dont j'ai parlé qui développaient dans des champs divers, mais des théorisations extrêmement fascinantes et très cohérentes, mais qui me semblaient justement assez en décalage par rapport à ce que Diderot appelait la pratique d'un art, c'est-à-dire, et qui c'est plus que de la pratique, mais c'est-à-dire un peu la vie des gens, et notamment la vie du monde du travail, qui, je ne sais pas pour quelle raison, m'intéressait, et ce qui, en plus, me pense, question qui m'a travaillé notamment autour des années 40, mai 80, mai 68, où il y avait une espèce de, à la fois dans le milieu intellectuel où j'étais, il y avait ces gens très remarquables qui essayaient de théoriser un peu ce qui était en train de se passer. Et puis, comme vous savez, le monde ouvrier, les organisations syndicales étaient quand même un peu en décalage, appréciaient plus ou moins bien la façon dont on décrivait ce qui se passait pour eux. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage, effectivement, entre ce pouvoir des concepts et puis la réalité vécue, mais je n'avais pas le concept pour le dire, du monde du travail. Donc, si vous voulez, c'est un peu le point de départ. Hein, et alors, il y a un malaise, ben ça se soigne dans un malaise. Hein. Comment je me suis soigné, ben ensuite, j'ai été tout de suite nommé à Aix-en-Provence, et là, je n'en suis pas parti. J'ai fait toute mon carrière universitaire à Aix-en-Provence, qui s'appelait l'Université de Provence. Et la première façon de me soigner, ça a été de m'intéresser à la formation continue, qui était à ce moment-là les lois de 1974, les lois et accords sur la formation continue, qui obligeaient en quelque sorte les universités à créer un lien nouveau avec le monde du travail pour pouvoir concevoir des formations qui n'existaient pas et qui puissent être des formations pour adultes, des formations pour des gens qui travaillent. Ce qui pour moi était une occasion très intéressante de pouvoir m'instruire, rencontrer des partenaires nouveaux, m'instruire un peu remplir un peu le vague de cette intuition. Il y a quelque chose qui manque, mais quoi? Pour le savoir, il fallait bien un peu aller à la rencontre d'eux. Et à partir de ce moment-là, disons que ça a été un point de départ de mon militantisme, qui a été beaucoup syndical, le SNESUP, un peu politique aussi, et d'ailleurs, ça a été une période où j'ai été, comme j'ai dit, visiteur du travail, c'est-à-dire que pour réfléchir notamment sur ce qu'on appelait l'alternance, les relations entre université et monde du travail, dans la foulée de nos recherches, des explorations sur la formation continue, ça m'a amené à faire des visites d'entreprise, comités d'entreprise, visites d'ateliers, parler avec le monde du travail, qui était à ce moment-là plutôt un monde ouvrier, il faut bien le dire. Et ça m'a énormément nourri. Et après, je me suis dit, et d'ailleurs, je permets justement de mentionner quelqu'un parmi ceux qui m'ont beaucoup aidé, c'est Noël Thérault. Je ne sais pas si vous connaissez, Noël Thérault, vous en parlez pas. Il a été monsieur, mon vieil ami, qui est un spécialiste de la formation continue à Grenoble et qui m'a fait visiter un certain nombre d'entreprises. Il a rejoint Grenoble. J'ai beaucoup de gratitude à son égard. Il me voit récemment. C'est une grande tristesse. Voilà. Et alors, je sais pas le tout, mais j'ai pensé qu'à ce moment-là, il fallait mettre ça à l'épreuve. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire. Alors, j'avais une formule à ce moment-là qui était il y a un problème il y a des cultures et une culture spécifique. C'est-à-dire qu'il y a des cultures, la nôtre universitaire, j'étais à ce moment-là maître assistant en philosophie à l'Université de Provence, et puis et on avait une culture, bien sûr, très très forte, ce savoir inopératif, de manipuler beaucoup de concepts, en philosophie, mais aussi dans les disciplines, mais on avait une forme d'inculture par rapport à ce qui se tramait dans le travail. Et inversement, on avait le sentiment que dans le monde du travail, il y avait des personnes qui, elles, avaient des formes de culture, mais le mot est vague, hein, autour de l'activité de travail, qu'est-ce que c'était, quelles étaient leurs relations avec leurs camarades de travail, avec la hiérarchie, quelles étaient leurs compétences propres, leur savoir-faire, mais à qui il manquait des concepts essentiels, puisque notre société, c'est un peu le génie humain,
elle est complètement saturée de concepts techniques, scientifiques, juridiques, de prévention. Enfin, bon, il faut pouvoir maîtriser un peu ces concepts pour se sentir, pour agir, pour être responsable dans la vie quotidienne et dans la vie civile ou dans la vie militante. Donc, il fallait, c'est bien joli de dire, mais il fallait donc trouver un moyen de mettre ça à l'épreuve. Et c'est pour ça que, donc, dans les années très, très précisément, 83-84, on a réussi, mais ça a été, je peux vous dire, un travail très difficile, de créer d'abord dans le cadre de la formation continue, puis après, peu à peu, ça a été, je dirais, une success story, mais très lente. Après, on a réussi à l'implanter comme diplôme université, puis comme diplôme national, c'est-à-dire un DESS, qui était quand même une grosse affaire, puis un master, pas sur une formation professionnelle précise, mais sur le travail. Une formation sur le travail, quelque chose qui n'existait pas dans l'université. Quelque chose qui. Et on s'interroge ensemble. C'est-à-dire, nous, petite équipe universitaire, il y avait un sociologue, Bernard Villon, il y avait un linguiste, Valérie Fata, qui était tout à fait indispensable. Et puis, on a eu. Alors, il en est resté de cette expérience un livre qui reste toujours tout à fait pertinent, qui s'appelle L'homme producteur, autour des mutations du travail et du savoir, qui je crois avoir été malheureusement épuisé, aux éditions sociales, mais qui vraiment, je le dis pas mal, résume, essaie de synthétiser l'essentiel de cette expérience tout à fait novatrice, hein, qui n'a pas eu bon. Et puis, j'ajouterais, pour terminer ce premier point, que a été très utile, même plus qu'utile, la participation de quelqu'un qui était à ce moment-là au laboratoire d'ergonomie du CNAM, Wissner, qui fait Jacques Durafour, qui a été un homme essentiel dans notre histoire, parce qu'il apportait un regard au microscope et une expérience extraordinaire sur le milieu de travail. Et puis, bon, il est partie prenante de cette expérience, malheureusement aussi parmi nous, et en 1994, il a même fait partie à mi-temps de l'équipe universitaire que nous avons créée. Donc, deux constats pour terminer sur ce point. Un, quelque chose d'irréversible s'est produit en nous. Vous pourriez demander à tous ceux qui ont, tous les universitaires qui ont participé aux expériences, on a tellement appris, ça a été tellement riche, il était impossible de revenir en arrière. C'est-à-dire que pour exercer notre métier, il fallait qu'on puisse le faire dans ces dialogues compliqués mais extraordinaires entre les professionnels du savoir ou du concept que nous étions, et puis des gens qui étaient dans toutes les situations professionnelles, de quelque catégorie que ce soit, parce qu'après on a élargi, et de quelques niveaux hiérarchiques, et de quelques catégories professionnelles. Hein. Parce qu'au début, pour des raisons qu'on n'a pas cherché vraiment, la première promotion de la formation continue, qui là-dedans, c'était essentiellement des militants syndicalistes. Hein. Et après, à partir du moment où on a vraiment implanté ça dans le service public universitaire, on a diversifié comme c'était naturel et nécessaire. Voilà. Donc voilà, je crois, ma réponse au premier point. Alors, ça amène quand même une deuxième question. Oui. Qui est que votre conception du travail que vous avez forgé donc, dans ce cheminement, en quoi présente-t-elle une originalité? Alors, pour tous ceux qui vous connaissent, je pense que vous le savent, mais c'est important d'y revenir. Et quelle est la différence qu'on fait souvent, ou l'assimilation entre ergonomie et ergologie? Oui, c'est bien de poser la question. Ceux qui sont dans la démarche ergologique depuis des années, ça fait des années que c'est une même question, on la repose. Oui, comme à je moi. pense que chacun l'a en permanence. C'est tout à fait naturel. Oui. C'est tout à fait naturel parce que ce que je viens de vous dire rapidement, vous comprenez bien que je ne sais pas si on aurait réussi à faire ce qu'on a fait sans l'apport et l'appui de l'ergonomie. Pas n'importe laquelle. L'ergonomie qu'on appelait justement de l'activité, qui était très développée au laboratoire de l'ergonomie physiologie du travail d'Alain Wissner de CNAM, et puis de Casamian aussi à Paris 1. Et ça a été tout à fait fondamental. D'ailleurs,
je veux dire que si ma démarche s'appelle ergologique, c'est pas l'ergonomie, mais ça veut dire quand même, disons, connaissance de l'activité. Donc, il reste ce concept d'activité qu'on a retravaillé beaucoup. C'est ça qu'il faut dire maintenant par rapport à l'ergonomie. Mais vous voyez, l'héritage est là. Alors, dans les héritages, je n'ai pas le temps de. Voilà, ce qui a peu à peu nous a lesté de compétences, d'originalité. Ben, il y a toute l'expérience qu'on a réussi à faire dans notre formation, qui a donc été d'abord une formation continue, très modeste, puis donc un diplôme d'université, qu'on a appelé analyse pluridisciplinaire des situations de travail, puis un DESS APST, qui a été un DESS APST, puis ensuite un master, qui a été un master ergologie APST. Donc, il y a eu, ceci n'a cessé de nous enrichir dans notre réflexion sur l'activité humaine, et puis il y a aussi donc l'apport de l'ergonomie, et puis j'ai coutume de dire, mais c'est plus une coutume, c'est qu'on a bénéficié aussi de l'héritage de ce que j'appelle les 3 médecins atypiques. Médecins atypiques, ceux qui connaissent l'ergonomie. Donc, il s'agit d'Alain Wissler, d'Ivar Ordone, italien, vous ne connaissez pas, vous, non, et de Georges Canguilhem, ça me dit quelque chose, que j'ai très bien connu, que j'étais normal, qui était président du jury quand j'ai passé la validation. C'est atypique, j'en dirai pas plus parce que c'est même notre loi, mais qui sont à la fois des personnes qui ont fait des études de médecine, mais qui n'ont pas pratiqué vraiment comme médecins, mais qui ont tous élargi fondamentalement le concept de santé. Santé au travail, et tous leurs textes et leurs expériences ont été très précieuses. Il y a un problème peut-être? Non, c'est bon. Alors, vous me demandez, ce que vous me demandez en quelque sorte, c'est de définir. De les comparer. Oui, mais en les comparant, oui. C'est une manière de les définir. Hein. Oui. C'est pour ça que c'est un peu plus long. Mais c'est important parce que. Oui, non, mais c'est très important, puis ça n'arrête pas de nous tourmenter, de ne pas nous tourmenter, parce que je crois que, par exemple, les jeunes générations d'ergonomes qui n'ont pas connu les relations très étroites, très fraternelles que nous avions, nous, à l'équipe d'Aix, avec le laboratoire de Wissler. On a eu des échanges, des personnes permanents, hein, et vraiment fraternels, sans compter Durafour, qui lui était membre de l'équipe. Hein. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que je ne connais même plus la majeure partie des gens qui font partie du conseil d'administration de la SER, une société d'organisme français. Donc, pour eux, il est clair que je ne sais même pas s'ils savent ce que c'est que l'ergologie. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et donc, je pense que je ne sais même pas s'ils se posent la question que vous avez posée. Alors, si vous voulez, on peut dire que, il y aurait deux manières de le dire. D'une part, vous savez que, non, c'est peut-être pas, que notre ami François Danielou, je ne sais pas si vous connaissez, hein, et qui était aussi, ça fait partie de ses amitiés fraternelles, avec lesquelles on fait beaucoup de choses, il a parlé du concept d'ergodiscipline, c'est-à-dire toutes les disciplines autour du travail. Et il l'a fait dans la préface d'un très bel ouvrage, Louis de Rive, qui est Connaître le travail avec l'ergologie, de 2015, l'édition Itares. Alors, c'est une formule qui est à la fois très intéressante et en même temps, pour moi, fautive. C'est-à-dire qu'elle nous met dans le paquet des ergodisciplines, ce qui ne permet pas très bien, enfin, quoi qu'il fait lui-même, répondre à la question. Parce que dans les ergodisciplines, il y a l'ergonomie, il y a la sociologie du travail, il y a la psychodynamique, la clinique de l'activité. C'est vrai qu'il y a des points communs. C'est tout à fait juste. C'est le même objet. C'est le même objet et c'est plus que ça. Et c'est quand même un héritage que je dirais wisslerien, même si ce n'était pas seulement Wissler. Hein. Et c'est tout ce qui est tout ce qui part de la distinction wisslerienne, enfin, entre le travail réel et le travail prescrit.
On peut dire que à partir de là, il y a un point de départ commun, avec toute une série de conséquences que l'on partage. Donc, de ce point de vue-là, Daniel Loup, il n'a pas eu tort. Hein. Mais en même temps, de là, on en a fait, si vous voulez, à partir de ce point de départ, je veux dire en 2 mots, si je peux, on en a proposé ce qui est plus qu'une discipline, toutes celles dont j'ai parlé, qui est une véritable anthropologie, c'est-à-dire une connaissance de l'humanité même, de l'humain, de ce qui fait sa spécificité, et qui finalement est une question, comme vous voyez, très philosophique. C'est devenu une question philosophique. Qu'est-ce que nous sommes? Et quand aujourd'hui je dis ce que nous sommes des êtres d'activité, évidemment, c'est une présupposition risquée, peut-être paranoïaque, j'en sais rien, mais qui n'est absolument pas partagée, qui n'a pas été partagée par les ergonomes. Alors, pourquoi on en arrive là? Vous voyez, c'est ça, et ça a des conséquences à la fois philosophiques, mais aussi épistémologiques, sur ce que c'est que le savoir, et aussi politique, parce que qu'est-ce qu'on fait du savoir de ceux à qui on ne reconnaît pas un savoir, et je dirais gestionnaire, et c'est ça qui nous amène à l'ergomanagement, et pas seulement ça, et universitaire. C'est bien cet approfondissement de l'ergonomie qui nous a amené à l'ergonologie, qui nous a conduit à créer non seulement les enseignements dont je vous ai parlé, mais un département universitaire sans équivalent en France ni ailleurs, proposé par un président d'université qui, à ce moment-là, était quelqu'un de parfaitement ouvert et intelligent, ce qui n'est plus le cas de ceux qui suivi et qui nous ont peu à peu détruits. J'en profite pour le dire, ça fait toujours plaisir de signaler. Non, c'est un grave, très grave problème. Hein. Mais qui nous ont dit, écoutez, vous êtes singulier, vous êtes pluridisciplinaire, il y a un département spécifique. Il sera un département d'ergonologie. Vous voyez, alors ça, et le fait qu'on ait à se battre dans l'université pour faire, pas forcément pour avoir un département d'ergonologie, mais pour développer des enseignements et des recherches qui soient fondées autour de cette idée que connaître le travail et finalement connaître l'activité humaine, ça suppose des formes de coopération nouvelles, compliquées, entre ceux qui fabriquent du savoir, fabriquent des concepts comme nous, et ceux qui font être le travail. Et donc, font être la vie sociale, parce que la vie sociale, elle fonctionne parce qu'il y a des gens qui travaillent, qui produisent. Et ça, c'est un présupposé, c'est très lourd, et qui n'est pas du tout, comment dire, le point de départ des enseignements universitaires. Et c'est bien pour ça qu'on a eu toutes les difficultés du monde, année après année, à développer peu à peu ces enseignements universitaires, à créer un département d'ergonologie qui, entre parenthèses, était un cadeau empoisonné. Parce que créer un département, une discipline qui n'existe pas facile à faire vivre. C'est osé. C'est osé parce que les nominations pour nommer des gens qui écoutent aujourd'hui, qui auraient souvent aimé avoir des responsabilités universitaires, des nominations universitaires, qui ont beaucoup de difficultés, ou avoir des crédits. Tout ça transite par les tubes que sont les disciplines. Alors, un département pluridisciplinaire qui a comme fondement, oui, mais pour faire ce qu'on a à faire, il faut qu'on puisse avoir des formations et le mix des étudiants en formation initiale et des professionnels de toutes origines et de tous niveaux, ça ne va pas soi du tout. Et entre parenthèses, on a réussi à, dans nos DSS, à au moins intégrer une dizaine de non-bacheliers. DSS, c'est Bac plus 4. Hein. Alors, bien sûr, on l'a fait en respectant des formes que nous avons demandé l'université. Mais merci de couper votre micro. En tout cas, vous avez introduit non seulement une pluridisciplinarité, une approche universitaire différente et surtout une méthode
vous permettre d'analyse du travail avec ceux qui maîtrisent les concepts et ceux qui opèrent, quelque sorte, dans le travail. Voilà. C'est ça? Oui, mais absolument. Et ce qu'on dit, c'est irréversible. Oui. Je crois que toutes les interventions que j'ai faites, quasiment toutes, en 40 ans depuis là, ont toujours été des formations mixtes, c'est-à-dire qui mêlaient ces catégories. Alors, Et c'est évidemment, une approche. ça suppose un apprentissage, ça suppose une disponibilité, ça suppose une certaine humilité, parce qu'on est là pour apprendre autant que pour transmettre des concepts. Non, mais on s'y fait, et puis c'est. Je pourrais pas Moi, j'ai revenir. découvert. Oh, bien sûr, il m'était arrivé une fois de faire des cours d'histoire de la philosophie, comme je faisais les premières années, mais bon, c'est plus le cœur de ma compétence, même si, à un certain moment, j'ai même failli être président du jury d'agrégation de philosophie, si là encore, une cabale qui était montée jusqu'au Premier ministre n'avait pas refusé que cette fonction me soit attribuée. D'ailleurs, c'est très bien parce que je ne souhaitais pas, mais enfin, j'étais quasiment obligé d'accepter. Alors, Donc, oui, si on prend aujourd'hui, c'est-à-dire vous avez inventé quelque chose, vous avez créé quelque chose sur un long parcours, en fonction des transformations du travail qui s'opèrent aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir votre éclairage sur vos concepts et comment sont-ils opérants? oui, alors, avant de parler des transformations de travail, justement, je voudrais proposer quelques concepts clés, si vous voulez. Bon, je sais bien qu'il faut. Mais finalement, ça fait une demi-heure, on n'est pas Oui, encore. Oui. Alors, disons que, voilà, je propose quelques concepts clés à partir du. Alors, je fais toujours à partir d'une expérience clé que tous mes amis ici connaissent par cœur, mais je ne peux pas m'empêcher de l'évoquer parce qu'elle est extrêmement éclairante, même si elle ne correspond plus à la majorité des formes d'activité industrielles qu'on connaît aujourd'hui. C'est le cas, je n'ai pas le temps de passer les PowerPoint, mais l'expérience qui a été faite par nos amis du CLAM à Thomson, Angers, où il s'agit de fabriquer des composants électroniques. Et en deux mots, c'est très connu, mais c'est tellement parlant. Vous avez parmi toutes les opératrices sur une chaîne de montage qui doit poser sur un bloc en bakélite, qui sur 90 cm passe de sa gauche vers sa droite, 27 petits tiroirs devant elle, où elle doit prendre 27 petits composants pour les poser sur ce bloc bakélite, type de travail taylorien. Mes amis ergonomes de Jacques Durafour constatent que, et c'était le credo original et un peu provocateur du client de l'époque, que le travail réel n'est pas très réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'elle-même, elle a d'une part rétréci l'espace, au lieu de le faire sur 90 cm, elle le fait sur 50, rétréci le temps, 2 minutes, je suis un peu, et légèrement modifié l'ordre des opérations. Alors, ce qui me permet de dire, et ça, l'hypothèse des gens du plan, c'est que c'est une opératrice, mais c'est une parmi des dizaines, des centaines d'autres. Ça veut dire que ce phénomène, il n'est pas isolé là. Et moi, je vais affirmer qu'il est universel. Et là, ça vient de l'ergonomie, pas de l'ergonomie, c'est anthropologie. Mais ça veut dire que alors, il y a le premier concept fondamental ici, qui est proprement ergologique, c'est le concept de renormalisation. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus large que le travail réel. Si vous aviez un prescrit, qui est le bureau des méthodes, qui a celui de faire l'opération. Et puis vous avez une modification qui n'a pas été demandée, que personne n'a anticipée, et qu'on appelle, nous, une forme de renormalisation. Elle a renormalisé des normes antécédentes, enfin, ici très brièvement le prescrit. Ce qui nous permet de dire 2-3 concepts essentiels. Après, je pourrais donner, mais je ne sais pas. Oui. C'est l'activité. Oui, c'est ça. Et nous, on va dire, c'est là, les ergonomes nous disent, entre les deux, il y a de l'activité. Mais cette activité, pour nous, elle est
voilà. Comme on dit, il est à la fois impossible et invivable que l'opératrice ne renormalise pas. Alors pourquoi? Là, je n'ai pas trop de temps, mais impossible parce que, et d'ailleurs, les deux choses vont ensemble. Impossible parce qu'il y a une variabilité permanente, comme disent les ergonomes, où il n'y a aucune situation standard. Ça, c'est un idéal fantasmatique des théoriens. Je comprends bien qu'ils l'aient fait. C'est normal qu'on essaye d'anticiper. Mais l'idée que les situations humaines, même avec un luxe technique de prescription, c'est invivable parce que là, c'est les médecins atypiques, notamment qu'on aime, et on peut s'interroger nous-mêmes, est-ce que vivre, c'est être le strict exécutant de normes qui nous entourent? C'était ça, c'est invivable. Et si c'est invivable, je dirais que chacun remet du nouveau, de l'inédit dans le processus. Ce qui fait que justement la standardisation est impossible. Si vous voulez, il y a un cycle impossible, invivable. Alors, oui, vous avez donc impossible, invivable, renormalisation, deux concepts encore peut-être, usage de choix et débat de normes. Hein. Alors, usage de choix, c'est un concept absolument standard enfin, de l'ergologie. Alors, vous comprenez, c'est une complexité. Je ne parle pas de subjectivité, je ne parle pas de sujet, parce que c'est plus compliqué que ça. Parce que pour moi, le choix, c'est un corps, choix. C'est que, dans ce cas-là, mais après, vous me croirez sur parole, parce que si je donne d'autres exemples, ça prendra longtemps, mais c'est vrai de toutes les activités de travail, pas seulement de l'activité industrielle. C'est peut-être encore plus vrai de toutes les activités du service, c'est vrai il y a toujours usage du choix. C'est-à-dire que toujours, il y a des normes antécédentes. Alors, ça peut être... Bon, là, dans ce cas-là, c'est simple. Je veux dire, c'est le prescrit du bureau des méthodes, dans le cas industriel. Mais, par exemple, quand on travaille sur objectif, c'est plus compliqué que ça. Vous avez un ingénieur, un cadre, il a des objectifs à remplir. Tant de clients, tant de dossiers, tant de contrats à signer, tant de dossiers à préparer. Il n'a pas à faire pas à pas, fraction de seconde par fraction de seconde, comme l'opératrice Thompson. Bon. Mais il a des normes antécédentes. Il a des normes. Et dans une situation de vie qui est quand même régulée par la finance et l'argent, chacun ne fait pas ce qu'il veut dans le travail. Hein. Et les normes, elles se nichent toujours quelque part. Et en même temps, il y a toujours, donc, si vous voulez, le respect relatif des normes antécédentes, c'est ce que j'appelle l'usage de soi par les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Par les autres. Alors là, justement, dans le cas de l'opération Thompson, c'est simple. C'est le bureau des méthodes qui lui a dit, voilà, vous faites 27 gestes dans tant de temps, et puis avec le contrôle de votre maître. Mais dans le cas, je vous dis, d'un ingénieur, d'un cadre, ou d'une personne à la banque, ou dans une mutuelle, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ou quand vous êtes dans l'aide à la personne, vous avez plusieurs prescripteurs. Vous avez l'association qui salarie éventuellement la personne à domicile. Jean-Pierre Pech et Eric connaissent bien ça. Et puis vous avez aussi, pourquoi pas, la famille, voire le patient qui sont aussi prescripteurs. Donc il y a multiples prescriptions. Et face à ça, vous avez un arbitrage de la personne, de nous, qui arbitre entre toutes les normes antécédentes et puis ce qu'elle considère comme possible de faire, ou ce qu'elle considère comme souhaitable de faire en fonction de ses propres normes à elle. Et je dirais, au sens très large, de santé. Comment continuer à vivre compte tenu de tout ça. Et ça, c'est ce que j'appelle l'usage de soi par soi. Donc, vous voyez, il y a l'idée que, et ça, c'est pour moi quelque chose d'universel, parce que derrière, nous sommes des êtres vivants, mais nous sommes des êtres vivants dans un univers complètement saturé de normes sociales, juridiques, des lois.
sociale, de coutume, la politesse, et professionnelle, ou de prévention. Bon. Et donc, travailler, c'est comme vivre. On n'arrête pas de faire des arbitrages, généralement invisibles, qu'on sait faire, qu'on sait qu'on est en train de faire, ou qui sont quasiment inconscients. Et puis peut-être, dernier point, et c'est notre soi, vous voyez, qui fait ça. Mais c'est pour ça le sujet, oui, mais vous avez le sujet de psychanalyse, vous avez le sujet des psychologues, tout ça est important, le sujet des sociologues, le sujet des linguistes, tout ça, à sa part, dans les arbitrages qu'on fait. Dans la psychanalyse, et là, ça part. Mais il y a aussi tout ce qui est notre corps qui a sa part. L'opératrice, là aussi c'est clair, mais c'est vrai dans toutes les professions de face à face. Quand vous êtes face à un autre, vous avez ce que je suis en train de faire, la position, la voix, la mimique, la façon de vous adresser à la personne. C'est de l'usage de soi par soi. Mais c'est votre corps entier, enfin c'est votre corps soi qui fait cet arbitrage. Donc voilà un point fondamental de l'ergologie, c'est que nous sommes des êtres d'activité, c'est-à-dire nous sommes des êtres qui n'arrêtons pas d'arbitrer notre corps soi face à des normes antécédentes. Et il y a peut-être alors, le dernier point peut-être essentiel, c'est, voilà, j'ai encore un concept si vous me permettez, c'est autour des savoirs. Cette distinction, parce que je vous dis qu'il y a des concepts, il y a des dimensions anthropologiques. Par exemple, nous sommes des êtres d'activité. Il y a toujours des usages de soi par soi, des usages de soi par les autres. Ça, c'est universel. Ça, c'est plus de l'ergonomie, ça, vous comprenez. C'est vraiment de l'ergonologie. Mais il y a aussi des concepts épistémologiques concernant le savoir. En l'occurrence, quels sont les savoirs en jeu dans... alors, je ne peux pas donner trop d'exemples, mais puisque il y a M. Nibourel qui est là, il y a, je pourrais en donner des centaines d'exemples, mais je vous recommande ce numéro 3 de la revue Ergologia parce qu'il y a beaucoup de choses importantes. Non seulement parce que j'ai écrit un article, bon, mais un article auquel je tiens parce que c'est un pastiche platonicien autour de qu'est-ce que c'est que le travail. Ah oui. Ça m'a beaucoup intéressé à faire. Mais il y a surtout, il y a plusieurs autres articles, et il y a le compte-rendu ce qu'on appelle un groupe de rencontre du travail. Alors là, on est déjà dans l'ergo-management, sur la pluridisciplinarité dans le travail. Et c'est là qu'il y a la contribution d'Éric Nibourel, qui est présent là, et qui explique comment, avec le pilotage de Bernard Vénère, de l'INRS, comment il a un peu retravaillé son travail de préventeur. Et puis, il y a un autre article que je trouve vraiment très, très bon, que je cite souvent, de Quiblier, parce qu'il n'y a pas son nom, hein, parce qu'il était, à ce moment-là, pas à la retraite, il n'a pas voulu être nommé. Mais Nibourel, lui, est nommé, et l'autre, c'est Quiblier. Et je vous suggère, puisque c'est en libre circulation, de lire ces deux articles. Et vous voyez comme le fait que Quiblier vient dans un atelier où il y a une colophane, je crois, où il y a un certain nombre de produits nécessaires, il y a la manutention qui doit être faite avec précaution. Je n'ai pas le temps de lire, hein, mais il explique très bien comment il considère qu'une fois qu'il est parti, il a fait son travail, parce qu'il a, ça m'intéresse, puisqu'il a respecté les normes, donc il n'a rien à se reprocher, mais il dit à la fin, mais je n'ai pas bien fait mon travail. Et je n'ai pas bien fait mon travail parce que je n'ai pas vu tout ce qu'a réinventé comme ça, comme geste, la personne, mais derrière cette réinvention des gestes, il y a des savoirs. Pourquoi elle a fait comme ça? Et c'est ce que j'appelle des savoirs valeurs. Pourquoi? Parce que la valeur générale pourquoi est-ce qu'on renormalise? Pas pour rien. On a des raisons, c'est pas pour faire pas exactement ce qu'on vous a dit. J'ai dit, il y a derrière, c'est continuer à vivre en santé le mieux possible. Mais pour le faire, ça veut dire que le vivre en santé aimante autour de lui
toutes sortes de savoirs, mais de savoir que les professionnels du concept, même les bureaux des méthodes, les normalisateurs, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont pas ça. Comment dire, pour eux, c'est un concept, c'est un savoir inopératoire. Ils n'ont pas été dans cet atelier, ils n'ont pas manipulé cette machine et ces produits, ils n'ont pas vu quelle combinaison, quelle posture il fallait prendre et les dangers réels. Parce que c'est un problème de préventeur. Eh ben, ils ne peuvent pas l'anticiper. Donc, ces savoirs-là, où est-ce qu'ils se nichent? C'est ce que j'appelle, vous comprenez, les savoirs valeurs. Vous voyez, c'est-à-dire la valeur pour moi, comment est-ce que je vais continuer à vivre enchanté. Alors, vous voyez que vous avez à la fois, on va essayer de me résumer, un problème anthropologique. Nous sommes des êtres d'activité, c'est-à-dire nous avons à faire des arbitrages permanents entre usage de soi par les autres. Et attention, parce que l'ergo-management est en jeu. Ça ne veut pas dire que l'usage par les autres est négatif. Il y a des consignes qui tiennent comment on fait marcher une machine, comment est-ce qu'on utilise un ordinateur, comment est-ce qu'on peut améliorer le programme, quelles précautions à prendre, qui sont des antécédentes positives, qu'il y a intérêt de respecter. Et même dans le cadre du calcul de rentabilité, oui, il vaut peut-être mieux faire les 27 opérations dans le temps voulu. Hein. Bon, mais on sait aussi qu'il y aura toujours usage de soi par soi. Ça, je mets ma main au feu. Quoi. Et ça, et si on le met, s'il y a usage de soi par soi, on a préféré cette manière de faire, plutôt que la stricte application. Si on l'a préféré, c'est qu'il y a des valeurs. Et s'il y a des valeurs, ben, il y a donc des savoirs-valeurs opérants dans le travail, mais dans la vie, bien au-delà du travail. Et alors, on se pose la question, mais alors, qu'est-ce que c'est que ces savoirs? C'est là où je retrouve le savoir une culture spécifique. Et nous-mêmes, dans nos expériences, je me rends bien compte que quelle place on donne à ces savoirs-valeurs dans nos enseignements, dans nos recherches, dans la manière dont on prépare les étudiants à la rencontre du monde du travail. Donc c'est à la fois épistémologique et éthique. Éthique aussi, parce que ou bien on les néglige, ou bien, et il va y avoir des problèmes après pour manager tout ça, ou bien on prend ça en compte, pas tout en compte, parce qu'il y a des renormalisations qui sont dangereuses, mais ça doit se discuter. Parce que si on fait rideau là-dessus, ça se retrouvera quelque part. Et ça veut dire que d'une certaine manière, partiellement, on empêche les gens de vivre, puisque l'arbitrage, c'est l'exigence de la vie en nous, d'une certaine manière. Alors, vous voyez, il y a un problème épistémologique. Quelle est la nature de ce savoir? Je dis, d'un côté, il y a le savoir-valeur. Pourquoi? Parce que, en philosophie, très longtemps, on a posé la question, quelle est la valeur du savoir? Et quand la philosophie se posait cette question, le savoir, c'était le savoir scientifique, le savoir valorisé, le savoir des professeurs, le savoir universitaire, académique. Donc, il y avait une valeur de ce savoir-là. Mais moi, je parle aussi, mais oui, mais il y a des savoirs-valeurs qui sont différents. C'est-à-dire que les valeurs du savoir, pour qu'elles aient valeur, il faut que ceux qui transmettent, et c'est vrai nous aussi quand on transmet des choses, ce qu'on transmet n'est pas spécifique à moi, à vous, à une situation particulière. Si je veux, comment dire, enseigner la loi de la chute des corps, ce que je dis est la formule, ou F égale M égale 1, ou P égale MG, ça doit être, ou V égale 1 demi de GT2, ça doit être universel. Ça ne dépend pas de ce que je pense et de ce que je crois, ou de ce qui m'intéresse pour continuer à vivre. C'est très différent du savoir-valeur. Oui,
Et ça, c'est une opposition épistémologique, ça. Et qui, à la fois, et vous voyez tout de suite une dimension éthique. Et mon ami Odon parlait justement de démocratie cognitive. C'est pas mal comme formule. Oui. Les savoir-valeurs, faire droit au savoir-valeur, c'est faire droit à une démocratie cognitive. Ce qui veut dire que c'est à la fois éthique, politique, et en même temps, je dirais, c'est pour ça que si on croit à ça, on se dit qu'il faut se battre dans l'université pour que des dialogues entre la valeur du savoir et le savoir-valeur aient vie et place. Comme je vous ai dit, ça ne va pas de soi. Pendant 40 ans, grâce à des universitaires ouverts, on a réussi à développer. Depuis 2017, les deux directions de ce qui est devenu Aix-Marseille Université, avec un certain nombre de collègues qui sont élus de manière indigne, ont récupéré nos moyens et ont décidé qu'il fallait supprimer tout ça. C'est indigne. Je le dis parce que non, mais parce qu'il y a tous ces gens, gens sont là présents. Et on a eu un rayonnement considérable, international, comme vous savez, et que les universitaires considèrent, bon, on essaye de peu à peu supprimer l'enseignement d'ergonologie, supprimer le département, supprimer les pistes. On fait bon droit de tous ces. Et après, évidemment, ça a des conséquences sur le management. Oui. Alors, c'est un mot que vous avez utilisé, si on va sur l'ergo-management, c'est un mot que vous avez utilisé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point-là? Et je reviens aussi à ma question précédente, deux questions en une, qui est les concepts sur lesquels vous nous avez éclairé. En quoi, aujourd'hui, compte tenu des transformations du travail, sont-ils opérants? Il faudrait faire la liste de ce que sont les transformations du travail. C'est compliqué. Et c'est vrai que nous, on a à grand trait. Comment à grand trait, oui. On a. Parce que nous, on a commencé en effet à une époque où c'était la fin un peu de la grande époque du taylorisme, l'organisation scientifique du travail. Mais déjà, se dessinaient des grandes transformations dans le travail. Aujourd'hui, elles sont encore bien plus grandes, comme par exemple la croissance considérable de ce qu'on appelle les activités de service. C'était 2/3. Donc, on ne pouvait plus raisonner sur ces questions comme si l'industrie était le dominant du travail, comme à une certaine époque, le travail agricole l'avait été. Ça veut dire qu'on raisonne dans notre présent. Bon, ça veut dire que, et aujourd'hui, il y a des rapprochements entre services et l'industrie, bon, par l'intermédiaire de tous les outils, la connexion, l'informatique dans les usines, la robotique, et bien entendu l'intelligence artificielle. Là, il y a des éléments qui transforment énormément le travail. Mais vous avez aussi en même temps la délocalisation, disons, la diminution, presque la fin de la forme usinière, la grande usine, avec les horaires les mêmes, les habitants voyaient dans les mêmes quartiers où tous les gens se retrouvaient. Il y a une homogénéité des usages de choix, et c'est pas mal désagrégé. Et la logistique a permis beaucoup de faire, par exemple, les chaînes de valeur se sont terriblement étendues. C'est-à-dire qu'un objet, maintenant, qui l'a fabriqué, qui a fabriqué quoi, qui a fait quoi là-dedans, ça devient très compliqué. Ce qui fait que pour essayer de regagner du terrain sur l'activité réelle derrière les valeurs économiques, c'est très compliqué parce que, à cause de cet élargissement des chaînes de valeur dans le monde entier, donc cette mondialisation. Alors, et l'entreprise elle-même, elle n'a pas disparu, il reste encore des grandes entreprises, il reste encore des usines, il reste encore des grandes unités de main-d'œuvre, mais elles se sont quand même peu à peu décomposées en sous-traitance, ce qui fait que c'est là aussi pour la reconquête de l'activité, savoir qui est responsable de quoi, ça devient compliqué. Et alors, sans doute, un des. Bon,
je résume hein, sur cette question très importante, mais il y a un concept que je n'ai pas utilisé, qui pourtant, pour les questions d'ergo-management, qui a fait fondamental, c'est le concept d'entité collective relativement pertinente, hein, le CRP. Comment? Oui. C'est un concept qui, sachez bien d'ailleurs que tous les concepts que je propose ici, je ne les ai pas sortis de ma tête, hein, tous, ils sont venus de notre dialogue. Des co-constructions. Des co-constructions. D'ailleurs, ce concept-là, je rappelle souvent que je ne me suis même pas aperçu que je l'avais utilisé. Et c'est un secrétaire de mairie, Gardanne, qui, je crois, dans une séance d'évaluation, me dit hey, toi, avec ton concept d'identité collective, c'est relativement pertinente. Qu'est-ce que j'ai dit ça, moi? Mais oui, je l'ai dit. Mais sans mon... Et je me dis, mais oui, c'est un concept fondamental. Je l'ai dit, et je l'ai dit à propos de, pas tellement, c'est un concept très important dans le milieu de travail. Hein. Mais moi, je l'ai dit, parce que j'ai parlé à un certain moment beaucoup du cas de Mulhouse, hein, qui m'a beaucoup fasciné, l'industrie à Mulhouse, disons, fin 18e, 1870, c'était quelque chose d'assez extraordinaire, puisqu'on a appelé ça le Manchester français, c'est-à-dire c'était un centre industriel pilote, d'abord pour l'industrie sur l'étoffe de coton, puis dans l'industrie métallurgique, l'industrie chimique, qui a été modèle sur le continent. Aujourd'hui, on change. À part quand on est à Mulhouse et qu'on voit les musées industriels, on s'en rend compte. Mais je vais dire que, bah oui, mais Mulhouse, qu'est-ce que c'est? Bon, je ne vise pas la mairie de Mulhouse, je ne vise même pas la circonscription géographique, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est une histoire qui a un contour géographique qui ne peut pas être fixé parce qu'il y a une nébuleuse qui tourne sur les vallées vosgiennes proches où il y a des tas de liens, notamment avec la société industrielle de Mulhouse, où ça a circulé sur une certaine aire géographique qu'on ne peut pas mettre des bornes ou des douanes, ce n'est pas possible. Et les gens, et en plus, ça a été, disons, un centre ouvrier où il y a eu des classes sociales. Le capitalisme extrêmement puissant qui marque encore notre capitalisme français. Et donc, il y a eu des conflits de classe. Et en même temps, il y a eu quelque chose quand même d'assez commun qui a fait que cette monade, comme dit un historien célèbre, a eu des éléments qui ont convergé pour faire de Mulhouse un centre pilote dans le monde entier, du point de vue, par exemple, de la vente de ses étoffes. Vous voyez, c'est relativement pertinent, mais ce n'est pas une circonscription. Voilà. Or, dans le travail, si on y réfléchit, tous nous vivons et nous respirons, moi, vous, dans des entités collectives relativement pertinentes. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une conséquence de distinction de travail réel, travail prescrit. Hein. C'est-à-dire que le travail réel, ce n'est pas seulement une personne qui redéfinit ses normes, mais qui travaille ou qui échange, qui s'entraide selon des dimensions imprescriptibles et instandardisables avec telle ou telle personne. Ne serait-ce que, minuscule exemple, l'opératrice Thompson, pourquoi est-ce qu'elle gagne du temps? Une des raisons, d'abord, c'est pour sa santé à elle, hein, mais c'est aussi, et ça m'a été confirmé par un homme qui a travaillé dessus, pour ne pas gêner la voisine. Parce que si elle, compte tenu de ce qu'elle sait des aléas, si elle ne gagne pas du temps, elle risque de ne pas avoir fait ces 27 opérations bon moment et à couler, comme on dit, sur la voisine. Donc, il y a une espèce de ECRP invisible, prévu par personne, et ça ne demande pas à parler de méthode, pour, et si on y réfléchit, et selon les moments de la journée, selon ce qu'on a à faire, on ne cesse de vivre et de respirer, parce que c'est une question de santé, dans des entités collectives qui traversent
l'organigramme, qui ne sont pas dans l'organigramme, qui recomposent l'héritage de l'organigramme. Et donc ça, aujourd'hui, ça bouge. Alors, forcément, avec tout ce qu'on vient de dire, Oui. avec notamment la désagrégation des grandes masses ouvrières, avec le fait que maintenant beaucoup de travail s'opère de manière très connectée dans des bureaux, avec des travails en réseau, avec des start-up, sans parler alors des aspects juridiques qui sont l'auto-entrepreneuriat ou la plateforme, des plateformes, l'utilisation, etc. Tout ça tend un peu à décomposer les entités économiques, qui sont des héritages historiques, parce que c'est là où il y a l'héritage de l'entreprise, et c'est là où ce que j'appelle les réserves alternatives, c'est-à-dire notamment souvent le militantisme, se sédimente, se cristallise. Donc, quand les circonstances font que tout ça se désagrège plus ou moins, ben forcément, des lieux recomposés, et puis je dirais aussi les réseaux sociaux, aussi leurs responsabilités pour désagréger, parce que il y a une parole très individuelle dans les réseaux sociaux, mais qui n'essaye pas de voir qu'est-ce qu'on a de commun dans les. Alors, il y en a un exemple, mais. On va peut-être Oui. Moi, je pense qu'on pourrait, pardon de vous interrompre, mais Non, allez-y. Pour qu'on ait un temps ici de questions, l'échange. un temps d'échange, Oui. un éclairage sur l'ergo-management. Parce que vous l'avez évoqué, comme je le disais tout à l'heure, à plusieurs reprises. Oui, alors, l'ergo-management, on peut le dire d'une façon très synthétique, c'est soit vous avez un management qui, à l'extrême, pense que la meilleure manière d'obtenir un résultat, c'est de gérer à l'autorité en fonction d'objectifs qui descendent, c'est le top vers le bottom, le top là, parce qu'au moins c'est clair, c'est précis, chacun sait ce qu'il a à faire. Bon. C'est très pratique. Comment ? C'est très pratique. C'est très pratique. Ça déresponsabilise tout le management intermédiaire, c'est commode, mais on sait très bien que, et à la limite, quand il y avait des modes très tayloriens, on pouvait penser que ça marchait. En fait, l'exemple que je vous donnais montre que ça ne se passait pas comme ça. Et s'il y a eu 68, c'est qu'à un certain moment, il y avait trop de décalage entre la gouvernance taylorienne et la réalité des choses. Il y avait des renormalisations proliférantes. Donc là, il y a un côté le manager autoritaire. Oui. Et dites-nous qui est le ergo-manager. Alors, vous avez aujourd'hui, il faut être à l'attente, je veux dire, à l'écoute. Je crois qu'il y a beaucoup de modes de management ou même de dispositifs juridiques qui se rendent compte qu'on ne peut pas manager comme ça. Et moi, je pense qu'il faut être respectueux de ça. Je pense, par exemple, soit vous avez le groupe sur l'activité, vous avez les espaces de discussion, vous avez le management habile, bienveillant, et puis vous avez les choses, vous avez le retour d'expérience, vous avez la validation des acquis d'expérience, et puis vous avez des dispositifs plus importants comme les dispositifs pacte, comme les entreprises à mission, qui sont quand même, qui montrent qu'il y a, je dirais, un regard intelligent du management qui se rend bien compte qu'il y a des limites, des impossibilités à manager à l'autorité simple. Alors, cela dit, est-ce que vous voulez qu'on propose au présent de bien vouloir vous poser des questions? Oui, juste peut-être un mot, parce que je n'ai pas défini. Oui, allez-y. Mais non, mais vous avez raison. Mais tout le problème, c'est de savoir comment est-ce qu'on manage en sachant que des gens qu'on manage sont des gens pas comme vous et comme vous, je veux dire. C'est-à-dire que manager une sorte d'asymétrie et de symétrie. Asymétrie, vous êtes manager, vous avez des responsabilités à assumer,
certaines qui viennent d'objectifs financiers que vous d'ailleurs vous acceptez pas vraiment, mais il y a une asymétrie. Mais en même temps, les gens que vous managez, ce sont des autres vous-même. Ils sont comme vous, des êtres d'activité, ils ont des dramatiques d'usage d'eux-mêmes, entre usage et choix par soi. Donc, qu'est-ce que vous faites? Comment vous prenez en compte leur normalisation? Comment vous prenez en compte leur réserve d'alternative? Parce qu'une normalisation, c'est des hypothèses possibles gérées autrement. Alors, gérées dans l'infiniment petit, par exemple, la subsidiarité, par exemple. Mais il y a aussi, et c'est là où ça va plus loin, c'est-à-dire, ça peut être aussi gérer autrement les objectifs, les indicateurs, les objectifs, et peut-être la prise de décision. Donc, c'est très ouvert, ça. Mais c'est le fait de savoir qu'on a face à soi, avec les responsabilités qu'il ne faut pas, qui sont les vôtres, on a des gens qui sont comme vous. C'est-à-dire des êtres d'activité. Alors, après, bon, il y a toutes sortes. Il y a des groupes qui travaillent, il y a une sorte. Voilà, mais. Ça, c'est une posture. Exactement. C'est une posture fondamentale qui n'est pas simple à tenir, comme nous on a tenu, que certains qui sont là ont expérimenté eux-mêmes, dans certains cas, qui savent très bien ce que ça veut dire. Mais voilà, en gros, c'est cette posture-là. Alors, on peut. C'est fort intéressant en tout cas. Oui, tout à fait. Passer la parole à. Si vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas à lever la main de façon à ce que nous puissions vous céder la parole. Il y a Eric qui rigole, d'habitude. Mais ça va être. C'est une icône. C'est une photo, c'est une photo. Oui, mais de toute façon, il y a beaucoup plus. Ah bon, d'accord. Voilà, le voilà, il est revenu. Alors, bonjour Daisy. Qui souhaite prendre la parole? Vous avez en bas les réactions qui vous permettent de pouvoir lever la main. Il y a une demande, je crois. Non. Non. Là. Pour l'instant, pas de demande. Non. Là, non. Peut-être la question de est-ce que l'ergo-management a des voies d'avenir et se développe, ou est-ce qu'au contraire, on se retranche derrière l'autorité, les normes, les processus? Est-ce que vous repérez une évolution dans un sens ou dans l'autre, des éléments de contexte qui. Oui, je crois que l'élément de contexte, c'est que tout ce que je vous ai dit sur tous les dispositifs qui se sont développés depuis quelques années, moi je pense par exemple la loi PAC, les entreprises à mission, c'est un très bon indicateur. Et il y a des gens qui travaillent sur la démocratie dans l'entreprise, par exemple, je pense que vous avez fait Ferreira aussi, ou d'autres. Je crois qu'il y a des courants qui. Et parce qu'il y a quand même des problèmes. Il y a des problèmes du genre, par exemple, des démissions. Certains disent, vous savez, maintenant, chez moi, le salarié, c'est un consommateur. C'est-à-dire qu'il reste si le travail lui paraît intéressant, conforme. Donc, vous avez le quid, vous savez, les quid, tous ces gens, et les jeunes dans les grandes écoles qui disent moi, je ne veux pas travailler, parce que, oui, un élément fondamental que je n'ai pas mis dans le mot, c'est le péril climatique. Ça, c'est un élément nouveau qui va colorer tout. Hein. Et le management qui va ignorer ça, il va se trouver en difficulté. Hein. Ça, c'est clair. Donc, et je pense que dans les écoles, vous avez vu, par exemple, je crois à celle de Dijon, là, vous avez des jeunes qui disent non, moi, je ne veux pas continuer à faire comme ça en raison des risques climatiques. Donc, il y a des courants qui posent des problèmes au management. Et de toute façon, qui vont l'inciter à aller dans ce sens. Et de toute façon, il n'y a pas un management. Tout dépend de la structure de l'entreprise, son rapport au marché, les statuts de l'entreprise, l'histoire de l'entreprise. Il y a toutes sortes d'inventions du management. Mais ce que je pense, c'est que c'est à la fois, il y a une tendance à dire il faut qu'on trouve des solutions, sinon ça ne va pas bien marcher.
Mais ce n'est pas facile parce que derrière ma thèse, c'est qu'il faut que le travail qu'on fasse pour essayer d'encadrer autrement doit être strictement simultané avec deux autres qui ne sont pas directement, qui sont plus du management et qui sont, un, la financiarisation mondialisée, parce que si, c'est quand même beaucoup développé depuis 20 ou 30 ans, hein, c'est pas moi qui invente, vous avez des gens comme Pierre-Yves Gomez qui disent ce que je crois, c'est que le travail est devenu invisible avec la financiarisation. Donc, quand vous avez cette massive financiarisation, dans tous les calculs, la posture à la calculette au niveau des grandes décisions, le travail n'existe plus. C'est un chiffre. Donc, ça ne favorise pas le management vers vos management. Et donc, ça, c'est le terrain financier. Et puis, l'autre terrain qui est par la finance, c'est ce que j'ai appelé la démocratie cognitive. Parce que si vous avez dans l'entreprise des gens avec qui vous voulez éventuellement faire de l'agro-management, mais qui ne se sentent pas vraiment autorisés à parler, parce qu'ils n'ont pas baigné dans des expériences telles que nous, on a essayé de le faire, où on a mis en valeur leur propre savoir, leur propre savoir-valeur. Ils risquent de ne pas être très efficaces. Donc, l'ergo-management, si vous voulez, il y a probablement des tendances à changer les choses, qu'il faut prendre au sérieux, mais quand vous ne travaillez pas en même temps sur ces deux autres aspects, c'est très limité. Enfin, c'est limité, pas très limité, c'est limité. Donc, il faut travailler dans les deux choses en même temps. Je serais tenté de dire que l'ergologie, je donne l'entrée à quelqu'un qui arrive. Voilà, l'ergologie a enrichi pour moi l'ergonomie. Et je trouve que c'est un point important dans la mesure où, certes, depuis le départ, des années 50, Wissner et autres parlaient de l'ergonomie comme une science multidisciplinaire. Oui. Et donc, le regard que vous apportez là me paraît intéressant et ça serait intéressant que nous allions encore plus loin pour faire ce besoin. Mais il y a une question, donc Muriel, allez-y, vous pouvez, Muriel Prévost, vous pouvez l'expérience. Parler, voilà, décrochez votre micro, ouvrez votre micro. Alors, c'était pour alimenter les questions. Bonjour à toutes et à tous. Alors, déjà, c'était pour alimenter les questions. Je voulais en fait relever dans le chat, il y a Bertrand Mideau, qui a écrit « usage de choix » ou « usage de soi ». Et donc, on a été plusieurs à lui répondre. Usage de soi. Et on a, je pense, un peu rabattu sur le concept ergologique, mais je trouve que en réfléchissant, ce pas de côté de l'usage de soi qui réintègre en disant usage de soi la notion d'arbitrage, je me suis dit que c'était bien de le renvoyer à Yves pour qu'il en fasse quelque chose et qu'il l'entende. Et donc, je le renvoie dès maintenant, même s'il y a peut-être besoin plus tard de le réutiliser, mais je pense que c'est formidable d'avoir entendu choix dans soi. Effectivement, c'est un merveilleux lapsus, à quel, bien sûr, on n'a pas pensé avant, parce que non, mais on vient de parler d'arbitrage. Ça veut dire qu'en effet, l'usage de soi, c'est un usage de choix, de choix à faire. Et on n'arrête pas de faire des choix, des micro-choix. Ça, ceux qui ont vu ça, même. Et c'est même, simplement, on ne le voit pas, on ne le sait pas. Nous-mêmes, on ne convoque pas un consigne pour faire chacun de notre choix. Est-ce que je vais regarder dans cette direction pour savoir si ça marche? Est-ce que je vais parler à cette personne? Qu'est-ce que je vais lui dire? Ça, tout ça. Mais ce sont des choix permanents. Donc, usage de choix, c'est usage de choix. Donc, merci. Donc, oui, c'est un apport intéressant. C'est formidable comme ça va faire réfléchir. Voilà, je crois que je ne peux pas rajouter. Allez-y, Muriel. Oui. Allez-y. Je me permettais de relever la main pour reprendre ce que disait, je crois que c'est Monsieur Zana. Vous disiez,
l'ergologie a été un formidable apport pour l'ergonomie. Ben ça, je ne suis pas sûre. Moi-même, je suis maintenant maîtresse de conférence en ergonomie après être passée par, avoir été formée par Yves Schwartz et avoir fait ma thèse avec lui. Pour moi, même le terme même d'ergologie reste un problème central parce que ça favorise les termes favorisent cette proximité. La proximité existe, évidemment la notion d'activité, mais l'ergologie, elle pose des questions à l'ensemble des disciplines. C'est une épistémologie qui réinterroge nos savoirs. Yves l'a très bien expliqué et l'a très bien développé. Et c'était un plaisir aussi de l'entendre et de le réentendre sur ces sujets-là, dont on voit qu'il y a encore eu des évolutions dans son travail. Mais je pense que vraiment, l'ergologie ne se limite même pas au travail. Elle traite de toutes les activités humaines. Et elle nous interroge sur l'ensemble, en fait, du monde dans lequel on vit. Et ça, même si on a beaucoup tendance à parler du travail en ergologie, c'est beaucoup forgé dans ces milieux-là, beaucoup forgé sur la base de l'ergonomie. Je pense qu'il faut vraiment considérer que c'est une épistémologie pour le vivant. Voilà. Et c'était juste une remarque, mais si Yves peut réagir, évidemment, tout est intéressant. Merci pour votre remarque, Muriel. Mais l'ergonomie aussi s'intéresse de plus en plus à toutes les activités. Peut-être une réaction du choix. Bref, c'est-à-dire que ça élargisse l'ergonomie, je le crois profondément, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui les ergonomes professionnels s'en rendent compte. Hein. Comme je l'ai dit, je n'ai pas l'impression qu'il y ait la même fraternité, le même intérêt. Donc voilà, c'est une question ouverte. Par ailleurs, comme l'a dit Muriel, bon, si l'ergonomie, je crois, elle peut élargir la pratique de l'ergonomie, comme l'ergonomie a été fondamentale pour l'ergologie, mais je dirais que, parce que c'est pluridisciplinaire, elle est loin d'avoir l'ambition, peut-être paranoïaque, mais d'enrichir que l'ergonomie. Et je dirais qu'elle doit notamment enrichir la philosophie, qui est ma discipline, et qui est la bataille quand même que j'essaie majeure, que j'essaie de mener, et qui n'est pas d'ailleurs sans espoir, parce que ça a été difficile. Hein. Quand je vous ai dit qu'on m'avait proposé à la présidence du jury d'animation de philosophie, il y a une cabale qui fait que c'est monté au ministre qui était Bayrou, puis au Premier ministre qui a dit à Schwartz, le travail, c'est pas un point philosophique, puis probablement il a été militant, enfin tout ce qu'on a. Donc ça n'a pas été simple. Hein. Mais quand même, en 2 mots, chaque année, il y a des semaines philosophiques de Langres en novembre. Cette année, il y avait le tour du travail, et le doyen de l'inspection générale m'a demandé d'ouvrir ces journées, une conférence d'ouverture. Ce qui prouve que quand même, ça a aussi fait son chemin un peu dans la philosophie. Pas dans la philosophie, peut-être, mais enfin. La question du travail redevient centrale aujourd'hui. Oui. Quand on entend parler, alors qu'elle était occultée, elle était quand même plus occultée. Oui, je pense que pour la retraite, ça devient. C'est remis au centre, c'est-à-dire on ne peut pas faire la place. Pas seulement pour la retraite, c'est aujourd'hui. Bien sûr, oui, La question du retraite pose la question de la qualité du travail, la prise en compte du travail, tel qu'il est. C'est quitte, c'est ces gens qui quittent, ces gens qui ne veulent pas. Le refus des bullshit, comme le refus des travail burn-out. Hein. Je crois que ça revient ensemble. Oui. Pardon. Oui. Moi, j'hésite à poser une question, je suis désolé. Je ne comprends pas bien, du coup, finalement, pourquoi vous avez voulu faire de l'ergologie une discipline, puisque précisément elle est pluridisciplinaire. Donc, voilà, je m'interroge un peu sur ça. Et finalement, je me demande, mais finalement, quand on se forme à l'ergologie, à quoi on se forme et pour provoquer un peu la chose, parce que j'ai bien compris que c'était une formation universitaire, mais à quel métier on accède quand on est ergologue? Finalement, c'est quoi le métier d'ergologue? Oui, qui est-ce qui intervient là? Alors, c'était Bertrand Mido, oui, Bertrand Mido. Mido. Voilà, Bertrand Mido. Merci, Bertrand. C'est lui qui a proposé l'usage de choix. Oui. Bon, alors, 2 questions centrales qui les ont beaucoup occupées. Premièrement,
nous n'avons jamais présenté l'ergologie comme une discipline. Et j'insiste, hein, parce que on a été pluridisciplinaire dès le départ. Et le fait de présenter ça comme une discipline, c'était au contraire boucher ce pluridisciplinaire. Donc, ce n'est pas nous. Et quand je vous ai dit que quand le président de l'université, Gérard Buffo, en 1997, nous a dit, écoutez, Schwartz a créé un département d'ergologie, c'était un cadeau empoisonné, justement, pour ces deux raisons, celles que j'ai dites. Alors, comment avoir des postes de jeunes chercheurs, de jeunes formateurs qui passent tous par une discipline, alors que c'est pluridisciplinaire, et comment avoir des fonds. Mais aussi, ça laissait entendre, en effet, que l'ergologie était une discipline, ce qu'elle n'a jamais été. Alors, vous pouvez me demander à ce moment-là, mais alors, à quoi elle prépare? Ce qui est une très bonne question. Et pendant les années, je ne sais pas, nos 10 ou 15 années de DESS et nos années de master, on a cessé de reposer cette question, mais qui avait été, je dirais, peu à peu réglée. Et si on interrogeait les gens qui sont là, il y en a, je ne sais pas, 10 ou 15 qui sont passés par cette formation, ils pourraient vous répondre. Ils sont dans un travail. Et comme, si vous voulez, c'est une posture de regard sur l'activité et sur les autres, qui est pertinente pour toutes les activités humaines. Alors, pour moi, c'était pertinent parce que, comme je vous l'ai dit, ça transformait mon travail. Je restais fermement attaché à mon travail de professeur de philosophie. J'aime beaucoup la philosophie, mais j'ai transformé mon travail. Mais vous avez des gens qui sont passés dans les ressources humaines, vous en avez là, qui sont responsables d'associations, responsables dans le secteur tertiaire, de maisons pour des jeunes, responsables d'EHPAD. Je ne sais pas, ils sont là, ils peuvent le dire. Vous en avez donc qui sont entrés dans l'enseignement. Vous avez des gens qui sont responsables de formation. Ça, vous avez ici, je ne sais pas, par exemple, Sarah Malawi est au CEREC, responsable d'un service du CEREC, elle pourra préciser. Donc, voilà, vous avez toutes sortes. Et c'est ça l'intérêt. C'est très ouvert. Maintenant, et c'est ce qu'a fait d'ailleurs Muriel, certains ont pensé, et c'est tout à fait légitime, qu'une fois cette ouverture générale sur les activités humaines, c'est une seule des gestions d'activité, il était utile de se focaliser ensuite pour avoir un métier qui, lui, exige ou souhaite le diplôme professionnel, d'avoir un diplôme professionnel. Et là, un diplôme d'ergonome. On pourrait en avoir en gestion, par exemple, c'est très bien. Voilà, ce n'est pas indispensable. Certains qui sont ici, ils ont un travail uniquement avec leur mémoire, leur diplôme, leur master d'ergologie. Hein. Mais on peut aussi le compléter. C'est une approche, en fait. C'est une approche, mais attention, qui, dans nos formations, il y avait des approches de droit, oui, des approches d'économie, des approches de sciences du langage. Il y avait des initiations à tout ça. Hein. Vous avez peut-être formé des ergo-managers. On a formé des ergo-managers. Alors, je réfléchis. Oui, il y en a ici, hein, d'une certaine manière. Ça n'a jamais été simple pour eux, mais je pense par exemple, Isabelle Mathieu, qui est là dans le secteur social, on en a formé. Hein. Et puis au Brésil, par exemple, on en a. Et on a des gens qui ont écrit là-dessus. Qui d'autres il y a des responsables de service qui sont des ergo-managers. Hein. Je ne sais pas s'il y en a là qui pourraient donner des exemples. Alors, l'ITMD serait tout à fait ravi de prolonger ce masterclass avec les ergo-managers que vous avez formés et qui peut-être vont nous enrichir sur la qualité du travail, la performance des salariés et la performance des entreprises. Tout à fait, absolument. Donc, Yves, si vous le souhaitez, si certains sont d'accord, reprenons contact et essayons d'organiser quelque chose qui serait plus large et de façon à ce que nous puissions organiser, pourquoi pas un colloque ou en tous les cas un conseil d'orientation, comme nous le faisons, sur l'ergomanagement.
Alain, tu souhaitais prendre la parole. Moi, au fond, j'avais une interrogation. Alors, il se trouve que mon Wi-Fi est très mauvais et il y a des choses qui m'ont un peu échappé. Donc, ça m'intéresserait d'autant plus de prolonger le débat un peu plus tard. Mais malgré tout, je suis un peu frappé. Moi, j'ai travaillé pendant 40 ans de ma vie dans la transformation du travail. Et je n'ai jamais rencontré l'ergologie. Et j'ai été formé chez Wissner, hein, voilà. J'ai construit un cabinet de transformation du travail dans lequel j'ai embauché 200 personnes et aucune de ces 200 personnes n'est venue en me disant « je suis ergologue et c'est pour ça que je viens chez vous ». Donc, ça m'intéresserait qu'on aille un petit peu plus loin dans le débat pour comprendre pourquoi au fond, il y a des pans entiers de gens. Moi, j'ai travaillé dans 300 ou 400 entreprises sur le travail et on n'a jamais parlé d'ergologie à aucun moment. Donc, j'aimerais bien pouvoir approfondir la réflexion pour qu'on comprenne, est-ce qu'on n'est pas dans des mondes parallèles? Merci Alain. Donc, nous sommes bien d'accord et on va faire en sorte de prolonger ce premier masterclass. Yves, on continuera à garder le contact et puis voir avec toutes les personnes que vous avez pu former comment certains d'entre eux seraient prêts à nous exposer comment ils ont peut-être utilisé l'ergomanagement ou en tous les cas l'ergonomie. Oui, parce que non, ce que vous dites m'étonne un peu parce que quand même vous avez travaillé chez Wissner, c'est quand même de gros que vous n'avez jamais entendu parler d'ergologie. Mais cela dit, je crois qu'une enquête avait été faite. Je crois qu'il y a à peu près quelque chose comme 1000 personnes qui sont passées parce que finalement on a travaillé pendant presque 40 ans. Hein, et c'est une longévité rare hein, dans l'université. Hein, qui ont participé à une de nos formations. Ça fait beaucoup. Cela dit, ça n'a jamais été facile, hein, vous avez compris. La preuve, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans Aix-Marseille Université. Et nous aurions aimé beaucoup pouvoir nous exposer, c'est-à-dire nous mettre à l'épreuve dans beaucoup d'autres lieux et de beaucoup d'autres circonstances. Mais on ne nous a jamais facilité la tâche. Hein. Et je le regrette. On aurait pu faire beaucoup plus et travailler dans beaucoup d'autres institutions. Par exemple, on a toujours rêvé de faire des enseignements, participer à l'enseignement dans des écoles d'ingénieurs, d'encadrement. Bon, mais on a même fait parfois des indirects, mais on ne nous a jamais demandé. Hein. Vous l'avez peut-être fait sur LinkedIn. Oui. Oui, mais enfin, il y avait déjà. Bon, non, mais il faut bien voir qu'on n'a jamais eu de soutien médiatique. On n'a jamais parlé de nos livres. Jamais. On n'a jamais parlé de ce qu'on fait quand on parle, par exemple, de la rénovation de la philosophie. Je ne trouve jamais qu'on parle de ce que. Alors, je crois que ça va changer, à mon avis, hein, parce qu'il y en a eu quand même quelques grands personnages, comme Bernard Bourgeois, Georges Canguilhem, qui ont encadré ma thèse. Mais ce n'est pas tellement étonnant. On a un réseau extraordinaire, national et international, mais c'est passé par le bouche à oreille. C'est passé par des gens qui sont là, qui ont travaillé avec nous à un certain moment. Et qui ont dit, mais ce n'est pas passé par les organes classiques de la notoriété. Et qui diffusent autrement. Et qui diffusent autrement. Donc, ce que vous me dites ne m'étonne pas. Alors, moi, j'aimerais que ça puisse faire autrement. Maintenant, je pense que vous devriez demander à tous ceux qui sont là, qui ont fait un peu d'ergomanagement, et il y en a beaucoup. Hein. C'est un peu des petits services, mais oui, ils ne savent pas de se signaler à vous pour participer. Avec grand plaisir. Vous avez mon adresse mail. N'hésitez pas à le faire. Nous allons continuer à garder le contact. Je voudrais vous remercier de votre présence et de plus que nous allons poursuivre ce premier contact avec vous, Yves, et Catherine qui nous avait un peu sollicité pour que nous allions dans votre sens et qu'on puisse avancer ensemble. Je serais tout à fait ravi de le poursuivre. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Un petit mot, Vas-y, allez-y. un petit mot.
un peu intéressé. Je veux dire. Non, d'abord, non, avant de s'en va, je voudrais vous remercier de votre hospitalité, de ce climat très chaleureux. Les questions qui ont été posées, c'était très agréable. Ça m'a permis de réduire et donc d'être dans les temps. Donc, moi, je pense que notre idée sur un colloque sur le bon management avec tous les gens qui sont là, ce serait très bien. Et j'insiste aussi sur le fait que, vous voyez, j'ai mentionné cette revue avec le numéro 3, mais c'est tout à fait consultable, mais sur notre site ergologia.org. C'est facile. Tout à fait. On peut mettre les deux. On va le mettre, on va le mettre. Et c'est tout à fait consultable. Donc, vous pouvez voir tous les articles. Il y en a très bons, on va tous sur le site. Mais voilà, on a un problème, c'est que. Mais on peut faire le lien. Oui. Non, mais Bon, on va avoir un site tout neuf bientôt. Ah ben justement, le nôtre a été tout à fait remis à jour. Il est très, très, très bon, très facile. Et on est en train de faire un appel de fonds, voilà, bon, ça, parce que pour pouvoir maintenir cette revue, puis sinon, on est obligé d'arrêter. Il faudrait, on avait une personne dans l'université qui pouvait le faire, qui avait la logistique et un peu d'expérience, elle est à la retraite, et on n'arrive pas à trouver les moyens. Alors, on a décidé de lancer à toute personne, j'en ai parlé à Samira récemment, bon, si on arrivait à cumuler des petits appels de fonds, tout simplement pour pouvoir avoir une personne qui puisse être responsable. Voilà. C'était merci. On mettra ça. Nous avons enregistré votre intervention, donc on va faire un petit montage et puis vous le retrouverez sur le site de l'ITMD et nous poursuivrons ensemble et on fera le lien avec votre site. En tout cas, il l'a remis. Voilà. Et Absolument. ensuite, je travaille sur l'ergo-management, en tout cas la transformation du management d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci à tous. Merci. Et passez bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci. Au revoir, Caroline. Au revoir, merci. Au revoir.